On attend encore quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Salut Diane. Bonjour Jordan. On va démarrer dans 2 petites minutes. Attends encore un petit peu. Je pense qu'on peut démarrer. J'ai encore quelques connexions en cours. Je pense qu'on va démarrer pour ne pas perdre trop de temps puisqu'on a prévu 40 minutes. Donc, alors c'est parti. Donc, bonjour à ceux à qui on n'a pas encore dit bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Donc, le but de ce webinaire, justement, c'est de vous présenter en 45 minutes. Donc, on va essayer de tenir sur le format suivant, les premières 30 minutes, tout simplement pour faire notre présentation, et les 15 dernières minutes qui vont être dédiées à une session de questions-réponses. Donc, on sait que, évidemment, c'est un sujet qui concerne de plus en plus de sociétés, le fait de finalement faire face à une crise de cybersécurité majeure. Donc, nous, notre objectif, ça va être de vous partager à la fois notre retour d'expérience sur le sujet, puisque avec Jordan, ça fait maintenant 6 ans que l'on travaille dans la cybersécurité, et notamment 4 ans que l'on fait des réponses à incidents de sécurité majeurs. Donc, nous allons vous présenter également notre vision par rapport à finalement comment gérer cette cybersécurité. Donc, tout d'abord, merci pour votre présence. Donc, vous le savez, l'objectif de ce webinaire, bien évidemment, c'est aussi de vous expliquer comment vous pouvez vous préparer à une cyberattaque et comment, finalement, quelles sont les actions à mettre en place pour réduire au maximum les impacts dus à une cyberattaque si vous êtes attaqué un jour. Donc, pour ma part, donc, je suis Dylan Marquez, je suis ingénieur d'affaires chez ISI maintenant depuis un peu plus de 5 ans et j'accompagne un peu plus d'une cinquantaine de clients dans l'évolution de leur stratégie cybersécurité.
Et Jordan Baudimont, donc ingénieur d'affaires chez AISI depuis 6 ans, donc depuis les débuts. L'image de Dylan, j'ai pareil une cinquantaine, 70 de clients en gestion. Alors, concernant l'ordre du jour, donc comme on vous l'a expliqué, le but, dans un premier temps, c'est de vous partager notre retour d'expérience concernant l'une des nombreuses réponses à incidents de sécurité où nous sommes intervenus cette année. L'idée, bien entendu, c'est de vous présenter la chronologie des événements de cette cyberattaque et les impacts dus à cette cyberattaque. Vous verrez qu'il y en a certains, évidemment, que vous connaissez, que vous maîtrisez, d'autres peut-être un peu moins. Donc, c'est aussi là où on va vous partager notre expérience. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons tout simplement voir ensemble quelles sont les actions à entreprendre afin d'anticiper au mieux une cyberattaque. Donc finalement, on va répondre à la question comment s'organise-t-on face à une cyberattaque, et également toutes les actions à réaliser si vous êtes victime d'une cyberattaque. Donc nous répondrons à la question comment assurer la continuité de l'activité. Enfin, nous verrons tout simplement ce que vous pouvez mettre en place dans votre environnement informatique afin d'anticiper, de limiter les dégâts dus à une cyberattaque. Alors, vous l'avez sans doute vu dans la presse, en octobre dernier, le grossiste Métro a été victime d'une cyberattaque majeure qui a notamment impacté l'ensemble de ses activités, que ce soit en France, mais également à l'étranger. Donc, pour un peu la petite histoire, ou ceux qui n'ont pas vu, je dirais, les conséquences de l'attaque chez Métro, tout simplement, pendant quelques temps, et notamment sur certains sites, ils ont dû retourner au papier stylo, tout simplement parce que l'ensemble de leur processus, que ce soit des commandes auprès de leurs fournisseurs, notamment concernant les approvisionnements, ou finalement la facture auprès de leurs clients, était impactée et ils n'avaient aucune possibilité de pouvoir avancer là-dessus et donc de continuer finalement leur activité. Donc ça, je ne vous l'apprends pas. Évidemment, vous le savez qu'aucune organisation n'est à l'abri face aux cyberattaques, peu importe sa taille, peu importe son secteur. Aujourd'hui, toute société, à partir du moment où elle fait du chiffre d'affaires, est une victime potentielle d'un cybercriminel. D'ailleurs, comme le disait Guillaume Poupard, qui est le directeur général de l'ANSSI, il disait donc qu'il y a deux types d'organisations, celles qui ont déjà été victimes d'une cyberattaque et celles qui ne tarderont pas à l'être. Donc par conséquent, il y a finalement une question à se poser, c'est finalement comment je peux aborder une crise majeure. Donc il y a, je dirais, deux cas de figure. Soit on l'a subi, donc finalement avec toutes les conséquences néfastes que l'on peut connaître, notamment dû au fait que l'intégralité des actions sont réalisées dans l'urgence, ou alors on l'anticipe. Et c'est sur ça que nous, on va vous aider aujourd'hui. Ok. Donc dans la continuité de ce contexte évoqué par Dylan, on va essayer quand même de recentrer notre entreprise sur ce marché. Donc côté ISI, on parle d'une structure qui a 6 années d'existence, qui se consacre exclusivement à la sécurité stratégique et opérationnelle pour les PME, les ETI et le service public. Donc on compte actuellement 300 clients, dont 50 qui bénéficient de notre service SOC. Donc d'une manière très simple, notre objectif consiste à ce que la sécurité informatique de nos clients ne soit pas un frein à leur croissance. On est référencé expert cyber depuis la création de ce label en 2019, donc un label qui a été créé par l'État et plus précisément par cybermalveillance.gouv. La réponse à incident de sécurité, je pense que vous l'aurez compris, mais c'est notre quotidien. Et pour vous donner un exemple, l'année dernière, c'est 15 réponses à incidents de sécurité majeurs gérées par ISI. Donc, quand je dis réponse à incident de sécurité majeur, c'est vraiment des scénarios où des structures se sont retrouvées dans le noir complet, sans savoir par où commencer, et qui ont finalement dû remonter un système d'information tout neuf. On est présent en France à Saint-Mandé, donc une ville collée au 12e arrondissement de Paris, et également à Lisbonne. Donc notre présence au Portugal, c'est a uniquement vocation de renforcer les équipes techniques, donc aussi bien l'équipe infrastructure que l'équipe cybersécurité. On est membre du club décision DSI, qui est un groupement d'à peu près 1200 DSI français, donc un club qui a pour vocation, pour but de partager et de s'entraider entre les membres.
Et pour, on va dire, l'association un peu plus connue, on est membre du CLUSIF, donc qui est quand même une association de référence en matière de sécurité, puisqu'elle est principalement composée de RSSI. Donc, à cela, j'aimerais ajouter 2 informations importantes qui vont nous concerner. Donc, la première, c'est que ça va faire 6 ans qu'on travaille sur le PPEDR, donc notamment avec SentinelOne, qui est notre partenaire sur ce webinaire. Donc, c'est réellement le PPEDR qui a boosté notre intégration dans le monde de la cybersécurité. Et pour finir, donc, on a une vision multi-éditeur, une vision d'indépendance vis-à-vis de ces derniers, donc, ce qui nous permet de guider nos clients vers les choix optimum en fonction de leurs besoins, de leurs contraintes et surtout de leurs attentes. Donc, voilà pour ISI. Alors, concernant l'exemple que l'on voulait vous partager, donc c'est finalement le but de ce retour d'expérience, c'est justement de vous partager la frise d'événements concernant donc l'une des 15 cyberattaques majeures sur lesquelles on est intervenu. Donc, pour vous donner un peu de contexte, c'est donc une attaque qui s'est passée il y a quelques mois dans une entreprise qui fait un peu plus de 1000 collaborateurs aujourd'hui et qui, en l'occurrence, œuvre dans le même secteur que Métro, donc dans le commerce de gros. Donc déjà, ça vous donne un premier indice sur finalement l'ingéniosité des cybercriminels en général, et nous on le voit, les groupes d'attaquants, tout simplement, ne ciblent pas, comme on peut le penser, je dirais un peu au hasard, les sociétés françaises, mais vont faire par vague d'attaques, c'est-à-dire que notamment ils vont profiter soit d'un buzz dans la presse pour derrière attaquer un secteur en particulier, et notamment on l'a vu en début d'année dernière avec le bad buzz avec Orpea, où là, tout ce qui était EHPAD, établissement de santé, dédiés en tout cas, ont été ciblés par les cybercriminels. Et de temps en temps, ils profitent d'autres facteurs externes. Et derrière, ils attaquent un peu tout le monde dans le même secteur. Souvent, ça commence, ça on le sait, par une attaque de phishing. Et derrière, ils remontent à l'ESI. Donc là, l'idée vraiment de cette slide, c'est que vous puissiez comprendre le temps nécessaire à la reprise d'activité à la suite d'un incident de sécurité. Donc, on vous a mis un peu les différentes phases, je dirais, entre le moment où le client s'est rendu compte qu'il était potentiellement sous attaque, le moment où il l'a vraiment découvert, c'est-à-dire au moment qu'il a découvert de la rançon, tout simplement. Ça commence en général par ça. Derrière, bien entendu, c'est donc un client qui ne nous connaissait pas, que nous ne connaissions pas non plus, mais qui nous a contacté, enfin qui a eu nos coordonnées via son réseau, tout simplement, et en l'occurrence, une société que nous avions accompagnée à peu près 18 mois auparavant dans une réponse à incident de sécurité également. Donc, il a obtenu nos coordonnées comme ça. Donc, tout simplement, l'idée, c'était de rapidement mettre en place le processus de gestion de crise, donc notamment par la mise en place d'une première réunion de crise où on verra après plus en détail comment elle se constitue. Et derrière, tout simplement, le début de notre intervention. Donc, notre intervention, elle est composée de plusieurs étapes. La première est toujours, c'est le forensic. Donc, le forensic, c'est l'investigation finalement numérique. Notre but lors du forensic va être tout simplement de découvrir les indices de compromission, voir ce qui s'est passé pour essayer de remonter jusqu'au patient zéro et donc notamment comprendre comment l'attaquant s'est introduit dans le SI, depuis quand, et derrière, quelles actions il a entrepris au sein du SI pour tout simplement le chiffrer dans sa globalité. Donc pour cela, on va également, mis à part notre outil d'investigation, nos outils d'investigation, on va également utiliser un outil comme le PPEDR. C'est pour cela que Jordan l'a souligné tout à l'heure. Et derrière, bien entendu, une fois que le forensic est démarré, puisque c'est toujours le forensic qui est moteur derrière du plan de reconstruction, justement, on va définir un plan de résolution avec le client, notamment en lui demandant, enfin en lui posant la question suivante, quels sont les services prioritaires pour reprendre l'activité au plus vite. Et une fois qu'on a ensemble défini tout ça, on va tout simplement travailler sur le plan de résolution. Donc ça, on vous en parlera un peu plus
en détail juste après. Mais il faut savoir que, donc là, en l'occurrence, pour cette société, ça a duré 27 jours. Quand on parle de 27 jours, c'est du 7 jours sur 7. Il faut le savoir, que ce soit pour les équipes du client, donc internes, mais aussi les équipes externes, où finalement, nous, on a la possibilité de se relayer et de continuer à travailler sur le plan de résolution avec le client. Mais ce n'est pas le cas chez nos clients PME ETI, qui n'ont pas des équipes flexibles. Et donc, en général, ça crée des soucis, mais ça, Jordan vous en parlera un peu plus tard. Et derrière, la dernière étape concerne tout simplement la pérennisation du SI, notamment en mettant en place un service de supervision, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, avec notre expérience, que les attaquants, que la rançon soit payée ou non, mais que les attaquants aiment bien revenir sur le SI, en tout cas retenter leur chance, quelques semaines après, quelques mois après, tout simplement dans le cadre, notamment si vous avez payé la rançon, si eux, ils peuvent derrière se réintroduire sur votre SI, potentiellement, c'est doublement gagné. Donc, l'idée, c'est justement de mettre en place un service qui va surveiller pendant une période donnée cette partie-là. Ok, merci Dylan. Dans la continuité justement de cette rétrospective d'une attaque, on va discuter des impacts et des conséquences d'une cyberattaque. Je pense que vous avez déjà un très bel ordre d'idée des différentes conséquences que peuvent générer une cyberattaque pour une entreprise, mais je vais tenter d'en présenter certaines et surtout de les catégoriser, on va dire. Donc on peut retrouver 3 principaux volets, donc le volet financier, humain et technique. Donc pour la partie financière, c'est souvent la partie la plus connue, la plus publiée, voire la plus parlante. Donc on va pouvoir y ranger dans cette catégorie le fameux paiement de rançon. Donc nous, sur ce sujet, on vous déconseille formellement, bien entendu, de ne pas régler la rançon, parce que ce serait armer l'ennemi. Mais bien trop souvent, il faut savoir qu'elle est réglée par les structures qui sont juste dans une situation où ils n'ont pas d'autre choix que de la régler, ce qui est assez malheureux. Dans la continuité de ce volet financier, vous avez la perte d'exploitation. Donc là, quant à elle, elle est propre à chaque entreprise. Mais si vous voulez vous faire une estimation, un rapide calcul pour vous faire une simulation pour vous, vous pouvez prendre le chiffre d'affaires généré par votre structure à l'année. Donc on va faire un exemple très simple, on va prendre 365 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Donc rapporté à la journée, ça fait 1 million d'euros par jour. Eh bien, vous comptez le nombre de jours où vous allez être à l'arrêt. Donc, par exemple, on va prendre 10 jours, mais ça vous fait 10 millions de pertes d'exploitation. Dans ce volet aussi financier, vous allez avoir tout ce qui est le coût de l'accompagnement, qui lui aussi va être variable, mais il va falloir prévoir une équipe dédiée à l'investigation numérique, une équipe dédiée à la reconstruction, une équipe SOC. Vous pouvez avoir aussi la volonté de faire intervenir une équipe qui assurera la restauration de vos données. Donc là, pour le coup, ça va se chiffrer en terras de données à récupérer. Sur le plan humain, donc Dylan en a parlé un petit peu juste avant, mais vous allez retrouver l'épuisement des équipes en interne qui est trop souvent inconnu, en fait méconnu des personnes quand elles n'ont jamais vécu ce type d'événement. Mais il faut savoir que les heures sont difficilement comptées dans un scénario d'incident de sécurité. C'est aussi très compliqué de voir, on va dire, le bout du tunnel. Il n'y a pas un scénario aussi évident que cela pour un retour à la normale. Donc mentalement, ça devient éprouvant. Et enfin, dans certains cas, on a connu des cas de chasse aux coupables, on va dire, avec présence du PDG dans nos locaux pour nous demander une rétrospective des échanges, et derrière se faire son propre avis en fait et ses propres conclusions sur la situation. On sait qu'il y a beaucoup de DSI ou de RSSI qui portent un peu cette responsabilité, on va dire, d'un système d'information qui tourne, qui fonctionne pour son entreprise. Souvent, ils sont ciblés, ou du moins le PDG va se poser des questions à son sujet dans ce cas de figure. Donc c'est moins sympa, je vous l'avoue très clairement, mais sachez que cela existe. Et pour finir, donc sur le volet technique, là c'est assez simple à comprendre, mais il va y avoir un manque de confiance en fait qui va s'installer dans le système d'information. Peur de la présence de l'attaquant encore au sein de ce dernier. Vous allez avoir un système d'information qui va évoluer brutalement et on peut avoir des inquiétudes sur le manque de connaissances, de compétences pour en assurer la gestion derrière. Donc voilà pour la partie impact et conséquences d'une manière un peu synthétique. Ensuite, sur la partie comment s'organiser. Donc ici, vous allez retrouver des questions assez simples que vous pouvez vous poser dès aujourd'hui.
d'une manière claire, le premier point, c'est vous avez anticipé. Donc, dans ce cas-là, vous êtes accompagné, vous avez les bons référents, vous savez qui contacter. Vous avez un prestataire spécialisé dans la sécurité opérationnelle et la gestion de crise. Dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à les avertir et à dérouler ensemble les différents scénarios. Vous pouvez avoir aussi souscrit à une assurance, donc une cyberassurance qui va couvrir vos risques cyber. Donc là, j'attire juste votre attention sur ce sujet. Donc vous avez dû le voir, je pense, depuis quelques mois. Mais les questionnaires, on va dire, imposés ou demandés par les cyberassureurs se durcissent de plus en plus et leurs attentes sont de plus en plus exigeantes. Donc notamment, est-ce que vous bénéficiez d'un service SOC? Est-ce que vous avez une solution PPEDR? Ce sont des questions que peut vous poser votre assureur. Second point, donc vous avez là aussi anticipé, vous avez déjà défini un plan. Pour le coup, on est en situation de crise, et bien c'est ni plus ni moins que la mise en place du plan. Donc n'ayez crainte sur toutes les réponses à incidents de sécurité qu'on a pu traiter. On a dû faire face seulement, je pense, à 2 structures où il y avait un plan qui pour le coup était existant. Donc c'est vraiment des cas assez rares. Et enfin, dernier point, vous n'avez pas, pour le coup, pas prévu, donc pas anticipé, on va dire. Et bien dans ce cas-là, vous allez solliciter votre réseau, vos confrères potentiellement, aller chercher des contacts. Vous pouvez aussi vous tourner vers la plateforme cybermalveillance.gouv. Vous allez aussi, par mesure de réflexe, contacter potentiellement votre prestataire informatique qui pourrait être un hébergeur ou un infogérant et qui va vite se retrouver limité en termes de compétences et d'accompagnement. Et vous pouvez aussi contacter tout simplement la gendarmerie, puisque sachez qu'en cas de réponse à un incident de sécurité, il y aura un dépôt de plainte quoi qu'il arrive à faire et à rendre. Donc voilà pour la partie qui vous accompagne. Alors, concernant la première réunion de crise, finalement, vous l'avez vu sur la timeline qu'on vous a présentée tout à l'heure, elle se réalise assez rapidement, en général, finalement, juste après que, je dirais, on est sûr d'être face à une attaque. Donc, en général, c'est quand on a la demande de rançon face à nous. Donc, tout simplement, l'idée, c'est de réaliser cette réunion avec toutes les parties prenantes, donc que ce soit la DSI, le prestataire ou les prestataires, s'il y en a plusieurs identifiés, et également, en tout cas, nous, c'est notre préconisation, d'y convier le comité de direction. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous permet d'avoir un gain de temps énorme, vraiment non négligeable dans tout ce qui est prise de décision et dans tout ce qui est communication. Vous le verrez, juste sur la slide d'après, l'aspect communication est primordial pour une bonne gestion de crise. Et c'est ça, nous on le voit et ça on peut le souligner. Derrière, on va tout simplement à l'image un peu d'un cambriolage, je dirais, notamment quand vous contactez la police et qu'ils se rendent sur site pour savoir ce qui s'est passé chez vous, tout simplement, ils vont réaliser un audit. Donc, ils vont vous demander un peu si vous savez ce qui a été dérobé, si vous avez déjà conscience de par où potentiellement le cambrioleur est passé. Finalement, l'investigation numérique, c'est à l'image du travail que fait la police. C'est-à-dire que nous, on va, dans un premier temps, essayer d'identifier l'attaque, c'est-à-dire d'où elle provient. Est-ce que finalement, c'est dû à une erreur interne ou est-ce que c'est dû à un programme malicieux? Quelles données ont été visées? Quels utilisateurs ont été visés? Voilà, c'est une série de questions qu'on va essayer de répondre en live lors de cette première réunion. Bien entendu, le forensique derrière va compléter tout ça, mais au moins ça va nous donner un premier ordre d'idée pour derrière réaliser notre investigation avec succès. Derrière, évidemment, on va faire un compte-rendu des dégâts. L'idée ici, c'est tout simplement de pouvoir identifier ce qu'il faut reconstruire rapidement. Donc finalement, c'est de répondre à la question que je vous ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire quels services sont prioritaires et que je dois remonter au plus vite pour reprendre mon activité rapidement, ou alors pour la continuer, notamment dans le cadre où l'ensemble du SI n'a pas été compromis. Ensuite, on va tout simplement isoler les parties du réseau qui ont été compromises. Donc, tout simplement, ça va sans dire. C'est tout simplement pour limiter les dégâts et permettre au reste du réseau qui, si lui n'est pas compromis, de continuer à fonctionner presque normalement. Ensuite, le but derrière, bien entendu, c'est de mettre en place un processus de contact, comme je l'indiquais juste avant, à la fois en interne, mais aussi en externe, donc auprès des clients, fournisseurs,
pour tout simplement être efficace dans la bonne gestion de la crise. Donc, après, évidemment, comme l'indiquait Jordan, dans le cas où vous avez établi un plan de gestion de crise, évidemment, on va l'utiliser pour tout simplement suivre toutes les actions que vous avez, je dirais, processées dans ce plan de gestion. Dans le cas contraire, et très sincèrement, c'est la quasi-totalité de nos clients qui se retrouvent dans ce cas-là, et notamment donc des PME ETI, tout simplement, on suit les actions que Jordan va vous présenter juste après. Ok, merci. Donc, qui dit crise dit précipitation, panique, et j'en passe. Donc, le bon point de départ, comme en parlait Dylan sur la slide précédente, va consister à identifier et mobiliser les bonnes personnes. Pour la simple et bonne raison que vous allez gagner du temps, donc de savoir qui décide, qui est disponible, qui connaît, qui finalement est le sachant en interne sur tel ou tel sujet. Ça vous fera gagner énormément de temps. Donc, on met ensuite en place une cellule de crise, donc afin d'organiser les rôles et les actions des équipes identifiées. Dans la mesure du possible, on en a parlé juste avant, mais on va le répéter, mais on vous conseille vraiment de mettre en place une rotation des équipes IT en interne quand cela est possible. Donc, d'expérience, c'est rarement, voire extrêmement rarement le cas. Donc, une fois que vous avez mis en place votre cellule de crise, les premières actions sont données aux équipes identifiées et aux employés. Donc, des actions, on va dire, plutôt simples pour cet exemple. Ça va être la déconnexion du réseau, changement de mot de passe. Il va y avoir une partie quand même cruciale, ça va être la planification pour gagner en visibilité et constater l'avancement des travaux. Donc, la planification, elle est essentielle dans un processus de réponse à incident de sécurité. On réalise des points d'avancement quotidien en fait pour prioriser, voire réajuster les actions de rémédiation durant la réponse. C'est-à-dire. Alors, tout à fait. Donc, en parallèle aussi des actions que Jordan vient de vous présenter, il est extrêmement important de maintenir une ligne conductrice dans tout ce qui va concerner la communication et la documentation. Pourquoi? Tout simplement parce que la communication, évidemment, c'est essentiel tout simplement de maintenir informé l'ensemble des acteurs de votre entreprise, qu'ils soient internes ou externes. Alors, bien évidemment, il est fort probable que la direction vous demande régulièrement de la visibilité sur la continuité d'activité ou la reprise d'activité. Néanmoins, il est également important de continuer à maintenir informés les autres services. Ça va concerner les services RH, juridiques, commerciaux, techniques, etc. Tout simplement pour que eux aussi puissent se projeter sur finalement la suite au niveau de l'attaque. D'un point de vue externe, évidemment, maintenir informer ses fournisseurs, ses clients, c'est essentiel aussi pour déjà une bonne. D'un point de vue légal, déjà, si vous avez des documents, des caractères à données sensibles, comme l'indique le RGPD, vous êtes dans l'obligation de le faire, mais sinon derrière, évidemment, pour la relation client, c'est important. Ensuite, évidemment, d'un point de vue documentation, alors là, ça va concerner un peu plus ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la gendarmerie, puisque tout simplement, en fait, à partir du moment où vous déposez plainte, vous allez rentrer dans les fichiers de la gendarmerie. Pour eux, en fait, il est essentiel d'avoir une connaissance de tout ce qui se passe en termes de cyberattaque auprès des sociétés françaises, et donc, tout simplement dans le but d'élargir leurs connaissances sur les attaques qui concernent les sociétés françaises, donc peu importe leur taille, peu importe leur secteur. À titre d'information, la gendarmerie a une cellule dédiée à la cybersécurité, où donc ce sont des gendarmes qui recueillent les informations, qui vont récolter les informations des différentes attaques pour derrière identifier plus facilement les groupes d'attaquants, leurs techniques d'attaque, etc., etc. Donc, outre ce fait-là, évidemment, il est important aussi pour vous de garder les preuves de l'attaque. Donc, souvent, ça se fait via le rapport d'investigation que l'on vous fournit à la fin de notre prestation, mais également, car à 100% des fois, en fait, la gendarmerie, post-dépôt de plainte, viendra vous le demander, tout simplement à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'ils puissent enrichir leur base de données.
Ok. Donc on y arrive finalement, comment assurer justement la continuité de l'activité quand vous êtes dans un scénario tel que celui qu'on évoque depuis tout à l'heure. Vous allez retrouver 4 rouages sur cette slide. Donc comme on le disait avec Dylan tout à l'heure, les services à remonter en priorité sont rarement inscrits ou identifiés avant que cela arrive. Donc c'est donc avec l'expérience des équipes internes et celle d'AISI qu'un arbitrage est effectué sur l'ordre des services à remonter. Ce qu'il faut vraiment comprendre avec ces 4 points, ces 4 actions, c'est qu'elles sont parallélisables. Donc elles peuvent se réaliser en même temps. L'investigation, c'est le point de départ primordial, mais on lance l'assainissement et la mise en place de la stratégie de reconstruction en même temps. Donc naturellement, les décisions et actions vont évoluer au fil du temps et surtout en fonction des résultats de l'investigation. Je donne un exemple très simple. On va voir durant l'investigation un nouvel indicateur de compromission. Il va être détecté. Donc naturellement, l'équipe investigation va communiquer avec l'équipe SOC pour lui transmettre cet IOC, donc cet indicateur de compromission, et adosser cette nouvelle information au service de surveillance. On va pouvoir aussi l'ajouter dans une stratégie de reconstruction. On va pouvoir ajouter cet indicateur, par exemple, comme étant un indicateur permettant d'acter sur le fait qu'un poste doit se situer dans la black zone, la grey zone ou dans la green zone. Donc à ce sujet, sur le principe de la stratégie de reconstruction, très souvent on retrouve 3 zones distinctes. Donc ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais la black zone, donc, qui est considérée comme la zone infectée. La grey zone, qui est une zone plutôt suspicieuse, potentiellement encore en contact avec le système d'information infecté, ou encore en attente d'une investigation pour sortir un poste ou un serveur de cette zone. Et la green zone, bien souvent, c'est une zone à considérer comme saine, naturellement, mais pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un système d'information neuf, construit à partir d'une feuille blanche, en fait, tout simplement. Donc voilà pour la partie assurer la continuité d'activité. C'est vraiment les 4 actions qui vont être déroulées en permanence pendant des jours, voire des semaines, jusqu'à la normale, à la reprise à la normale. Ok, pour clôturer, on va dire, avant de passer aux questions, on va clôturer justement cette présentation par l'offre de service AISI, donc qui est composée de 5 volets. Donc sur l'anticipation, le premier, le numéro 1, l'objectif, naturellement, ça va être de renforcer la protection et la capacité de réaction de l'organisation. Donc anticiper, ça peut se traduire par du diagnostic et de l'analyse des risques. Donc suivant votre secteur d'activité, vous n'êtes pas exposé aux mêmes intentions des attaquants, bien que la finalité soit très très souvent financière. Ça peut aussi se traduire par de la gouvernance de la sécurité, donc définir des objectifs, retravailler les référentiels de sécurité, retravailler l'organisation, les process, ou encore la PSSI. Ça peut être de la préparation avec un plan de reprise d'activité, un plan de continuité d'activité, un plan de gestion de crise, de la sensibilisation utilisateur, de la conformité aussi. Vous allez avoir des secteurs qui vont être drivés par le fait d'avoir telle ou telle norme. Donc ça, on est vraiment sur le volet anticipation. C'est tout ce qui va être autour des missions telles que pourrait le faire un RSSI en interne. Donc on fait des missions de RSSI à temps partagé. Vous allez avoir aussi le pilotage de la conformité, la mise en place et l'optimisation de processus de sécurité de système d'information. Donc voilà, pour le premier point, l'anticipation. Le second, donc la partie identification, là l'objectif ici c'est de minorer les vulnérabilités techniques et réduire l'exposition au risque. Donc pour cela, vous allez avoir de la cartographie de périmètre, du scan de vulnérabilité. Pour le plus connu, je pense que ça va être le test d'intrusion, le fameux pen test, donc soit interne, soit externe, voire de l'audit de code. Vous pouvez avoir aussi de l'audit de sécurisation d'architecture et de configuration. Donc revoir, je sais pas, la configuration que vous avez en place, par exemple sur vos firewalls, sur votre archi, comment elle est construite. On peut travailler aussi sur le design en fait de votre environnement, qu'il soit on-premise, en cloud ou hybride. Donc voilà pour les 2 premières parties qui sont essentielles pour justement mener le reste qui va être présenté par Dylan. Alors, merci Jordan. Et effectivement, donc le troisième pilier va finalement concerner l'amélioration du niveau de sécurité de nos clients. Donc pour cela, tout simplement, on va essayer de comprendre leurs faiblesses d'un point de vue donc sécurité. Donc soit via les moyens que Jordan vient de vous présenter, soit alors, si le client en a déjà conscience, on va travailler avec lui sur ce fait-là. Ensuite, bien entendu, l'étape d'après concerne l'intégration des bonnes solutions de sécurité à leur environnement IT. Donc pour cela, on va travailler sur des briques comme le PPEDR, le firewall, le MFA, la protection de l'AD, etc. Bien entendu, ensuite,
on va compléter tout cela, je dirais, par la mise en place de services associés à ces solutions, puisque tout simplement, comme le disait Platon, ce ne sont pas les murs qui font la cité, mais les hommes. Donc il est important de coupler à des solutions de sécurité une équipe derrière de cyber, je dirais de profil cybersécurité. Et donc justement, on rentre dans la phase 4, qui est finalement le fait de coupler la solution de sécurité à une équipe cybersécurité qui va surveiller et analyser les alertes qui proviennent des solutions installées. J'insiste, petite parenthèse, j'insiste sur un point qui nous, en tout cas, nous paraît très important, c'est le fait qu'il est primordial de confier votre cybersécurité à une équipe cybersécurité. Ça peut paraître logique, mais malheureusement, on croise encore bien trop souvent des clients qui, finalement, ont confié leur cybersécurité et la gestion de cette dernière à des équipes qui n'ont pas de compétences cybersécurité. Donc, en général, on va retrouver des admins système, des admins réseau, mais qui derrière, si à un moment donné, on a une alerte qui paraît non légitime, mais qui mérite investigation, tout simplement, ils ne sont pas en capacité d'aller beaucoup plus loin que ça. Et donc, finalement, vous devez faire appel à un autre prestataire qui, lui, va regarder ce qui se passe plus en détail. Et donc, on rentre dans la phase 5, qui est finalement l'investigation et le forensique, comme on a déjà parlé. Alors, concernant donc Sentinel-One, on a parlé pendant ce webinaire à plusieurs reprises de PPEDR. En revanche, il est possible, évidemment, que plusieurs d'entre vous ne sachent pas ce que c'est un PPEDR, donc je vais essayer de l'expliquer en quelques mots de façon assez simple. Donc, le PPEDR, c'est tout simplement une solution de protection de nouvelle génération, donc notamment solution de protection des endpoints. Le endpoint, c'est tout ce qui va concerner le poste de travail, qu'il soit de bureau ou portable, mais également les serveurs et également les terminaux mobiles. Donc, tout simplement, c'est une solution en fait qui est proactive, c'est-à-dire que l'outil va anticiper et prédire les menaces de plusieurs façons, notamment donc en combinant l'analyse statique et l'analyse comportementale. Et tout ça, je dirais, alimenté par l'intelligence artificielle. Donc, finalement, le PPEDR, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet de renforcer la surveillance et détecter les virus, malwares et autres types d'attaques, qu'elles soient connues ou inconnues. Concernant Sentinel-One, tout simplement, c'est un des leaders de l'EPPEDR. Nous travaillons, comme Jordan l'a expliqué tout à l'heure, depuis 6 ans maintenant avec eux. Donc, on est le premier partenaire français à avoir proposé du Sentinel-One auprès des sociétés de taille intermédiaire, donc tout ce qui va concerner PME, ETI, collectivités locales, territoriales, établissements de santé. Et derrière, tout simplement, l'idée aujourd'hui, c'est bien entendu, si vous devez changer votre antivirus, parce que oui, le PPEDR remplace l'antivirus, ou alors, si vous avez déjà un PPEDR et que vous souhaitez tester Sentinel-One, simplement, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse organiser cela. Voilà, on arrive à la fin. Je dirais on a tenu le timing. Donc, juste en guise de conclusion, et ensuite on passera à la session questions-réponses. Donc, comme vous l'avez compris, et ça c'est un peu dommage, mais effectivement, les cyberattaques sont encore trop souvent assimilées à des crises purement IT. Or, l'exemple de Métro, l'exemple du client que nous vous avons présenté, vous l'avez vu, ça impacte en réalité tous les corps de métier, ainsi que la réputation et l'image de la structure qui a été ciblée. C'est pour cela, finalement, qu'une bonne gestion de crise est essentielle pour prévenir et gérer les conséquences des attaques qui, comme vous l'avez vu, peuvent être assez désastreuses. Et ensuite, évidemment, il est primordial de mettre en place les processus, les compétences et les technologies pour répondre pour répondre efficacement à une crise majeure. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un chat dédié. On va les lire avec. J'en vois une de Monsieur Driem.
qui demande comment communiquer, collaborer, documenter quand le SI est compromis. Donc très bonne question. C'est assez aléatoire. Ah, j'ai vu qu'il y avait déjà un début de réponse. Donc oui, naturellement, ça fait clairement partie de la préparation et une gestion de crise. Mais quand on y est, alors nous, pour ce qui est de la communication avec, on va dire, l'entreprise qui est dans le noir, ISI donc, va créer un canal de discussion spécifique donc pour chaque réponse à incident de sécurité. Par défaut, on demande au client de créer une nouvelle adresse mail, en proto-mail par exemple, pour pouvoir communiquer, en chat et en mail, et surtout pour pouvoir partager des fichiers. Donc ça, c'est primordial pour la récupération des logs. Après, en interne, très clairement, en général, c'est décentralisé, on va dire, c'est avertir chaque chef de service, responsable de service. Le téléphone fonctionne toujours, hein, rassurez-vous. Donc ça peut être ce canal-là qui peut être privilégié quand le SI est complètement compromis. Je ne sais pas si tu vois d'autres éléments, Dylan. Non, c'est exactement ça. Et d'un point de vue documentation, bah, évidemment, le prestataire va vous accompagner là-dessus, puisque lui, pendant que je dirais, les actions et le processus de réponse à incident de sécurité avancent, bah, il documente tout ce qu'il fait. Donc déjà, vous aurez là-dessus une première base. Ensuite, après, en interne, bien entendu, si vous souhaitez documenter, bah, dans l'idée, depuis un poste isolé du réseau, si vous continuez à le faire de façon numérique. Sinon, bah, le stylo papier fonctionne toujours également. Donc, faut pas. Voilà. Là-dessus, n'ayez crainte. Ça se fait de façon assez simple. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de bien sélectionner le partenaire pour que bah, quelqu'un qui, en tout cas, a de la connaissance et de l'expérience dans ce type de crise puisse vous aider de façon pragmatique. On voit dans le chat une personne en train d'écrire. Ok, on va laisser les gens terminer de taper. Il y a également, j'en profite pour le dire, il y a également dans un petit onglet sondage que vous voyez en bas, quelques questions sur finalement où vous en êtes un peu aujourd'hui sur vos différentes réflexions, sur les différentes étapes, que ce soit sur l'anticipation de la gestion de crise ou alors sur même la partie gestion de crise avec le document. Donc n'hésitez pas à y répondre, ça alimentera un peu le sujet et on pourra compléter derrière. Alors, on a une question de Grégoire. Alors, on a une question. Ouais, ouais. Pourquoi SentinelOne et pas un EDR souverain? Alors, on a souvent cette question-là. Donc, en EDR souverain, on va penser à du Arfan Lab, par exemple, si je dis pas de bêtises, Dylan. Oui. Pourquoi SentinelOne? Parce qu'on a fait, c'est eux qui clairement sont partis d'une feuille blanche au départ. Pour nous, c'est vraiment eux où il y a 7 ans qui ont révolutionné vraiment ce sujet-là sur la partie antivirale. Et on les connaît depuis le début, clairement. Après, en termes de souveraineté, je sais que ça peut souvent faire parler, mais ils sont confrontés, comme à tout éditeur américain, au RGPD. Ils ont les plateformes et les données hébergées en Europe. De toute façon, le traitement de la donnée, c'est que de la métadonnée. Donc, en termes de confidentialité, c'est acceptable en réalité. Donc, on travaille aussi avec d'autres EDR souverains pour le coup, mais on favorise clairement SentinelOne sur nos sujets. Il y a également un aspect, je dirais, financier à prendre en compte. Aujourd'hui, SentinelOne inclut, je dirais, de façon native, le PP et l'EDR. Or, aujourd'hui, l'exemple d'Arfan Lab, on en parlait. D'un point de vue, en tout cas financier, en fait, vous allez vous retrouver uniquement avec un EDR au même prix que SentinelOne avec le PP plus l'EDR. Donc, quels sont les autres EDR avec lesquels vous travaillez? Donc, SentinelOne, CrowdStrike et MDE, donc Microsoft Defender for Endpoint. Voilà, ces trois acteurs qui, pour le coup, se partagent une très très bonne partie du marché. Donc, comment bien évaluer objectivement les outils de protection SentinelOne a-t-il passé des pentests? Alors là, pour le coup, il y a des cabinets de tests qui font ça aussi bien, qui font ça mieux que nous, on va dire. Je pense au MitraTac,
par exemple, qui pour le coup va tester toutes les solutions du marché, mais d'un point de vue technique. Si vous le souhaitez, on pourra vous fournir les résultats du MITRE, qui explique comment sont testés les EPPEDR et surtout les résultats obtenus. Et ils vont être jugés sur le volet détection et protection. Clairement, ils vont tester un nombre, je dirais, énorme de tentatives d'attaque sous différentes formes. Et derrière, bien entendu, ils vont réaliser, ils vont pondre finalement des résultats où vous aurez à la fois les détections vues, celles qui n'ont pas été vues, celles qui ont été nécessaires de changer des configurations, etc. Donc c'est vraiment pousser les résultats du MITRE ATT&CK et je vous inspire, je vous demande vraiment d'aller regarder parce que ça va vraiment loin. On a une autre question de Inès Nasser. Donc, est-ce que vous arrivez à identifier le cyberattaquant à chaque fois? Donc ça, c'est souvent la question, enfin les questions posées par les équipes IT qui sont concernées par la cyberattaque. Donc de remonter au fameux patient zéro et de trouver qui a orchestré cette attaque. Donc, identifier personnellement une personne, non, littéralement, personne ne sait, très peu de structures savent faire ça, s'il en existe. Mais par contre, identifier le groupe d'attaquants qui a orchestré comment on appelle ça, l'attaque, oui, ça, on y arrive. À chaque fois, honnêtement, j'ai pas l'information, mais je dirais oui, dans 90% du temps, je pense, si ce n'est 100%. En général, oui, effectivement, les techniques se ressemblent, donc plus on participe à d'investigation et plus on a de connaissances. Donc, évidemment, ou alors même, je dirais, certains groupes d'attaquants revendiquent leurs attaques. Donc derrière, évidemment, on peut remonter sur le groupe d'attaquants, mais en tout cas, identifier la personne derrière, c'est quasiment impossible. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois le chat qui est encore. Une dernière qui vient de. Sentinel-One peut-il être utilisé seul sur une machine ou doit-il être couplé à un antivirus? Alors, très bonne question. Pour le coup, non, Sentinel-One remplace à part entière un antivirus. Peu importe le PPEDR que vous choisirez, on déconseille d'avoir deux technologies sur une même machine, pour la simple et bonne raison qu'ils vont se marcher dessus. Donc pour le coup, oui, Sentinel-One est certifié pour remplacer à part entière un antivirus qu'on pourrait qualifier de traditionnel. Notre question en cours, je crois. Je suis intéressé par les résultats du MITRE. Ok, très bien. Ça, on pourra vous transmettre ces informations. On garde vos coordonnées, Brahim, on vous transmettra les résultats. Mais sinon, sur le Internet, je dirais, vous pouvez les obtenir. Je crois qu'il faut s'inscrire, mais sinon, c'est assez simple. Non, mais on les transmettra. Ils sont gratuits. Oui. Ok, je pense qu'on a fait le tour, si je dis pas de bêtises. Bah, écoutez, merci à tous pour votre présence. Ouais, je pense que c'est le cas. S'il y a d'autres questions, de toute façon, on les verra apparaître et on vous recontactera dans le cas où vous avez une question. N'hésitez surtout pas, vous avez également nos coordonnées, que ce soit si vous travaillez déjà avec quelqu'un de chez nous, d'un point de vue commercial, bah, n'hésitez pas à le contacter directement. Dans le cas contraire, n'hésitez pas soit à passer par notre site internet, soit directement par notre numéro de téléphone. Les canaux sont multiples. Et merci beaucoup en tout cas pour votre présence et votre participation. Très bonne journée à tout le monde. Excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.